Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Rosine Monezero et Mohamedou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des naissances et enfants prématurés, ces naissances qui surviennent avant 9 mois de grossesse. Il fallait que j'accouche le 17 novembre, mais j'ai accouché le 17 octobre suite à la tension. J'ai fait la tension. C'est à cause de ça que j'ai eu mon enfant prématurément. En Afrique, surtout dans les zones rurales où les hôpitaux ne disposent pas toujours de couveuses, la prise en charge des bébés prématurés est difficile. Dans cette édition, un spécialiste nous dira ce qu'il faut faire. Il y a aussi la méthode qu'on appelle la méthode kangourou. On l'appelle également la méthode peau à peau. C'est-à-dire la femme qui a accouché d'un enfant prématuré prendra son bébé prématuré, elle va le mettre contre sa poitrine. Pourquoi certaines femmes accouchent avant le terme normal de leur grossesse? Peut-on éviter cela? Comment prendre soin des prématurés? Les réponses, c'est dans la suite de ce programme. Et pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors l'Organisation mondiale de la santé demande que les éleveurs cessent d'utiliser systématiquement des antibiotiques pour promouvoir la croissance et prévenir les maladies chez les animaux. Oui Rosine, dans plusieurs pays, un grand nombre d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation se voient administrer des antibiotiques au quotidien afin de croître plus vite. Les antibiotiques leur sont également donnés afin d'éviter les maladies. Pour l'OMS, il faut cesser ces pratiques pour deux raisons. Non seulement parce que ces antibiotiques sont gaspillés dans le secteur animal alors que la médecine humaine en a besoin, mais aussi parce qu'il faut préserver leur efficacité. Selon les responsables de l'OMS, des preuves scientifiques démontrent que l'utilisation excessive des antibiotiques chez l'animal peut contribuer à l'émergence de résistance à ces médicaments. Et en la matière, Firmin, l'on peut citer l'exemple de la Namibie, premier pays africain à interdire l'utilisation systématique d'antibiotiques dans le secteur bovin. Effectivement, Rosine, en 1991, la Namibie a adopté une loi interdisant l'utilisation d'hormones et d'antibiotiques pour stimuler la croissance des animaux dans le secteur bovin. Nous avons le droit d'administrer des antibiotiques pour traiter les maladies bactériennes, mais nous ne pouvons pas en donner pour prévenir les maladies et un vétérinaire doit établir l'ordonnance, a confirmé Rosa Kachevena, responsable de l'assurance de la qualité d'une corporation d'éleveurs en Namibie. Au lieu d'utiliser les antibiotiques, les autorités ont demandé aux éleveurs de miser sur la prévention à travers l'hygiène des animaux. L'approche fondée sur le bien-être animal recommande de nettoyer les enclos et de laisser plus d'espace aux animaux ainsi que de s'assurer qu'ils disposent d'eau propre et d'aliments frais et secs. La vaccination des animaux contre les maladies infectieuses est aussi une autre méthode sûre, efficace et abordable pour limiter le besoin de recourir aux antibiotiques. Parlons à présent de la lutte contre le tabagisme. L'Organisation internationale du travail, OIT en sigle, a annoncé le 9 novembre qu'elle n'accepterait plus de fonds venant des fabricants de tabac. C'est une décision réclamée par des dizaines d'organisations dans le monde afin de couper le dernier lien de l'ONU avec cette industrie. L'OIT avait jusqu'à présent expliqué ses liens avec les producteurs de tabac en disant que cela lui donnait un moyen d'aider à l'amélioration des conditions de travail de quelques 60 millions de personnes employées dans la culture du tabac et la production de cigarettes dans le monde. Eh bien, Firmin, il semble que cette approche n'a pas eu d'effet escompté. Tout à fait, Rosine. Dans son communiqué, l'OIT reconnaît que des déficits de travail décents majeurs existent dans le secteur du tabac, y compris en ce qui concerne le travail des enfants, situation qui doit être traitée par l'OIT dans le cadre d'une stratégie intégrée. En juin 2017, le Conseil économique et social de l'ONU avait adopté une résolution destinée aux institutions de cette organisation visant à prévenir l'ingérence de l'industrie du tabac. Pour rappel, le tabagisme tue plus de 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Pour lutter contre le phénomène, plusieurs pays disposent d'une législation qui limite la publicité en faveur du tabac, fixe un âge légal pour acheter du tabac et réglemente les endroits où il est interdit de fumer. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Parlons de travaux parus dans la revue médicale américaine Science Translational Medicine, des travaux qui établissent une relation entre l'horloge biologique et la guérison de certaines atteintes sur la peau. Si on se coupe ou on se brûle la journée, les plaies guérissent beaucoup plus vite que si ces blessures se produisent la nuit, révèle cette étude publiée mercredi le 8 novembre dernier. C'est ce qu'ont constaté des chercheurs grâce à des tests effectués en laboratoire sur des cellules de peau humaine ainsi que sur des souris. Des chercheurs ont constaté le même phénomène avec des brûlures en analysant les dossiers médicaux de 118 patients qui avaient été brûlés et suivi dans des centres de soins en Angleterre et au pays de Galles. La guérison des patients brûlés dans la nuit a mis 28 jours en moyenne, comparativement à 17 jours seulement pour les patients qui se sont brûlés entre 8 heures et 20 heures. Les chercheurs ont conclu que des brûlures prennent en moyenne 60% plus de temps pour guérir si elles se produisent entre 20 heures et 8 heures. Mais en fait, Ferma, comment les chercheurs expliquent ce phénomène et quel peut être l'intérêt d'une telle découverte? Pour le professeur John O'Neill du laboratoire de Cambridge, ce phénomène pourrait indiquer que l'organisme humain a évolué pour accélérer la guérison pendant le jour, une période où le risque de blessure est beaucoup plus élevé. Selon les chercheurs, les cellules de la peau se déplacent beaucoup plus rapidement de jour vers les sites de la blessure pour réparer, causant une guérison accélérée. Également, le collagène, la principale protéine formant la structure de l'épiderme, se dépose en plus grande quantité en journée dans la plaie. Cette découverte pourrait servir pour des interventions chirurgicales et procurer des cibles pour de nouveaux traitements qui accélèrent la guérison. Merci Firma. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Chaque année, environ 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Un bébé prématuré est un bébé né avant 37 semaines, soit environ 9 mois de grossesse. Mais les prématurés ne sont pas tous pareils. Les spécialistes parlent d'une grande prématurité si l'enfant est né entre la 28e et la 32e semaine ou d'une prématurité extrême si l'enfant vient au monde avant 28 semaines, soit 6 mois et demi. Parmi les 10 pays qui possèdent les taux les plus élevés de naissances prématurées figurent 2 pays africains, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Et c'est justement en RDC que nous nous sommes rendus pour comprendre les causes des naissances prématurées et la prise en charge de ce type d'enfants. Notre correspondante Béro Matanda a rencontré le docteur Mavinga Laetitia. Elle est pédiatre au service de néonatologie des cliniques universitaires de Kinshasa. Bonjour docteur. Bonjour, je suis le docteur Mavinga Laetitia, je suis pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa dans le service de néonatologie, donc le service qui s'occupe de nouveau-nés. Docteur, quand est-ce qu'on considère qu'un accouchement est prématuré? Un accouchement est prématuré lorsque la femme accouche avant le terme probable de la grossesse. Le terme probable de la grossesse est déterminé, je peux dire, dès la conception. À partir de la date des dernières règles, les gynécologues déterminent le terme probable de la grossesse. Et donc, toute femme qui accouche avant ces termes-là, elle a un accouchement prématuré. Et ça, c'est l'accouchement. Mais le nouveau-né, il est appelé prématuré. Un nouveau-né prématuré, c'est celui dont l'âge gestationnel, donc l'âge de la maturité, est inférieur à 37 semaines. Et cet âge est calculé à partir de la date des dernières règles que la mère avait connues. Est-ce qu'il existe des raisons qui expliquent l'accouchement prématuré? Oui, il y a plusieurs raisons ou causes de l'accouchement prématuré. On peut le classifier en 2 groupes. Il y a des causes évitables et il y a des causes inévitables. Et parmi les causes évitables, nous avons en premier lieu les infections urogénitales de la mère. Lorsqu'une mère fait une infection génitale ou une infection urinaire, cela peut conduire à un accouchement prématuré. Il y a aussi les béances cervico-isthmiques, donc les insuffisances au niveau du col utérin, qui peuvent faire en sorte que la femme accouche de façon prématurée. Alors, parmi les causes inévitables, nous avons par exemple les malformations utérines. Lorsqu'il y a une malformation de l'utérus, la femme peut faire un accouchement prématuré. Lorsque la femme a des jumeaux,
Donc la gémellité, c'est aussi l'une des causes inévitables qui peut conduire à un accouchement prématuré. Il y a aussi le placenta prévia. C'est une pathologie, une maladie du placenta qui peut aboutir à un accouchement prématuré. Est-ce qu'on peut aussi éviter les accouchements prématurés? Oui, comme j'ai dit, il y a des causes évitables, donc des causes qu'on peut éviter, telles que les infections. C'est pour cela que les médecins recommandent toujours à la femme enceinte de se rendre aux consultations prénatales, de bénéficier des consultations prénatales. Ça permet d'éviter toutes ces causes dont je viens de citer, les infections, les problèmes au niveau du col utérin. Lorsque le gynécologue constate qu'il y a une infection, la mère sera soignée, sera mise sous antibiotiques et cela va éviter à ce qu'elle accouche prématurément. Docteur, nos hôpitaux n'ont pas toujours des couveuses. Dans ce contexte, comment faire pour accoucher prématurément en évitant le maximum des risques? C'est vrai que nos hôpitaux n'ont pas assez de couveuses, mais il y a d'autres moyens pour pouvoir élever les prématurés. Donc il y a 2 moyens principalement pour élever les prématurés. Il y a la méthode classique qui utilise les couveuses. Il y a aussi la méthode qu'on appelle la méthode kangourou. Donc c'est une méthode qui est adaptée pour nos conditions d'Afrique. C'est une méthode, si je peux expliquer, on l'appelle également la méthode peau à peau. C'est-à-dire la femme qui a accouché d'un enfant prématuré prendra son bébé prématuré, elle va le mettre contre sa poitrine. Donc la peau de la maman contre la peau du prématuré, ça permet aussi d'élever cet enfant qui est né avant le terme de la grossesse et qui le plus souvent qui présente un poids qui est faible. Et c'est là pendant combien de temps? Oui, la méthode kangourou peut prendre, ça dépend si le prématuré était trop petit, c'est lui qu'on appelle le grand prématuré, il peut bénéficier de cette méthode pendant même 1 mois. Si c'était un prématuré modéré, cela peut prendre 1 à 2 semaines à l'hôpital. Mais une fois sorti de l'hôpital, la maman peut continuer à faire cette méthode-là jusqu'à ce que le bébé lui-même va se fatiguer. Le plus souvent, lorsque le bébé approche le poids de 2000 grammes, il commence à refuser ces contacts peau à peau là. Et donc à ce moment-là, la maman peut arrêter la méthode kangourou. Et comment prendre soin d'un enfant prématuré après avoir quitté l'hôpital? Après la sortie de l'hôpital ou de la maternité, le suivi continue. Donc on donne des rendez-vous à la mère. Elle revient selon le programme que le médecin va établir, selon les paramètres de sortie. Si le bébé était sorti avec un poids qui était très faible, le rendez-vous sera également donné précocement. Si le bébé avait des problèmes d'anémie ou il avait présenté une infection sévère, le rendez-vous est donné précocement et nous continuons ainsi à suivre ces enfants même jusqu'à l'âge de 6 mois. Le suivi s'est fait, mais c'est sur rendez-vous. Quelles sont les conséquences à moyen et à long terme pour un enfant né prématurément? Tout dépend de la cause de la prématurité. Lorsque la mère avait fait une infection urogénitale, le nouveau-né va faire également une infection qu'on appelle une infection néonatale. Étant donné que le prématuré présente une insuffisance de son système immunitaire, donc une immaturité du système immunitaire, c'est vraiment l'infection néonatale qui est la complication la plus fréquente dans notre milieu ici. Donc, c'est un nouveau-né qui, le plus souvent, fera une infection néonatale. Il y a aussi une complication à court terme, c'est le saignement au niveau cérébral. Les prématurés, la majorité, présentent une hémorragie intracérébrale, intracrânienne. Et ça, c'est également une des causes de mortalité qui peut emporter l'enfant. Et à court terme, il y a aussi le problème de l'immaturité du système digestif. Le plus souvent, ils ne sont pas directement alimentés à cause de l'immaturité du système digestif. En fait, ce sont des nouveau-nés qui naissent avec une immaturité globale. C'est tous les systèmes de leur corps qui sont immatures. En commençant par le système cérébral, le système digestif, les systèmes respiratoires, ils peuvent présenter un tableau de détresse respiratoire qui peut également tuer l'enfant. Alors, à moyen terme, on a des problèmes d'alimentation à domicile. Il y a souvent, ce sont des enfants qui peuvent présenter des problèmes de troubles digestifs et qui peuvent même présenter un tableau d'occlusion intestinale et tout simplement lié à l'immaturité.
Et à long terme, on peut avoir des problèmes, des troubles d'adaptation, on peut avoir des troubles de développement psychomoteur. Si par exemple le nouveau-né avait présenté une hémorragie à la naissance, une hémorragie dans son cerveau, une hémorragie intracrânienne, il peut à la longue présenter un problème de développement psychomoteur. Il va avoir un retard pour s'asseoir, pour parler. Il peut avoir un problème de tonus, donc un enfant qui est faible, qui ne sait pas s'asseoir. Et tout ça, ça va demander à ce que le neuropédiatre puisse également suivre ces enfants à la longue. Nous remercions le docteur Mavinga Laetitia qui était au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. Comme vient de nous le dire le docteur Mavinga, la prématurité tient à diverses raisons. Mais parmi les causes courantes figurent les grossesses multiples, les infections et maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. C'est cette dernière raison qui a provoqué un accouchement prématuré chez Sandra Moana, une habitante de Lubumbashi en RDC. Écoutons son témoignage qui a été recueilli par notre correspondante Gabrielle Nina. Avez-vous suivi toutes les consultations prénatales et connaissez-vous les raisons pour lesquelles votre enfant est né prématurément? Ouais, je suivis tout, mais je suis hypertendue quand je suis enceinte. Donc, c'est l'hypertension par grossesse. Il fallait que j'accouche le 17 novembre. Mais j'ai accouché le 17 octobre suite à la tension. J'ai fait la tension. C'est à cause de ça que j'ai eu mon enfant prématurément. Comment s'est passé l'accouchement? Y a-t-il eu des problèmes particuliers? En fait, je suis passée par césarienne. J'ai été césarisée, c'est par où j'ai eu mon enfant. Quels sont les problèmes que rencontre votre enfant depuis l'accouchement en rapport avec sa prématurité? Heureusement que ma fille n'a pas de problème. Elle n'a pas du tout de problème parce que je l'ai eu à 2,7 kg. Si elle avait totalisé le mois, peut-être elle aura eu beaucoup de poids plus que ça. Mais pour le moment, ma fille n'a pas de problème. C'est seulement parce je l'ai eu tôt, elle a des tout petits problèmes. Elle a des difficultés pour téter, mais elle va mieux. Et quelles mesures prenez-vous pour aider votre enfant compte tenu de sa nature d'enfant prématuré? En fait, je la protège mieux. Comme ces derniers temps, le climat sont un peu compliqué. Il ne faut pas que je les mette encore beaucoup au chaud. En plus, quand il fait froid, ça complique un peu trop. Pour sa façon de s'habiller, je les mets, donc elle met juste les histoires en coton. Et puis, la couvrir bien. C'est juste ce qu'on m'a conseillé de faire à l'hôpital. Quel âge a votre enfant? Pour le moment, elle a 3 semaines. Elle a totalisé 3 semaines aujourd'hui. Les nouveau-nés et surtout les enfants prématurés sont généralement fragiles et ont besoin de couveuses ou de tables chauffantes pour réguler correctement leur température. Mais ces couveuses sont rares en Afrique et quand elles sont disponibles, on ne les trouve que dans les grands hôpitaux urbains. Pour en parler, nous avons joint le docteur Roger Etoile, président du réseau des médecins de district du Cameroun. Une couveuse est capitale dans la période néonatale, c'est-à-dire la période qui se situe entre 0 et 28 jours de leur naissance. Et c'est capital pour continuer à conserver l'enfant au nouveau-né qui ne peut pas survivre à des conditions atmosphériques ambiantes. La couveuse est là pour le conserver à la bonne température, une bonne luminosité qui lui permettent de pouvoir éliminer certaines toxines, par exemple grâce à la photothérapie, c'est-à-dire le traitement par les lumières. Par exemple, quand l'enfant la jaunit, l'un des traitements, c'est la lumière. Donc, la couveuse permet à la fois de garder la bonne température pour l'enfant, mais également de pouvoir le traiter grâce à des lumières spécifiques certaines pathologies dont il peut souffrir. Alors, ça veut dire que les couveuses sont très importantes. Est-ce qu'on a une idée au Cameroun, par exemple, ne serait-ce que dans la capitale, du nombre d'hôpitaux ou bien du nombre de couveuses disponibles? Disons que la couverture en ce matériel médical dans la ville de Yaoundé est concentrée dans les grands hôpitaux, qui pour des raisons évidentes, parce qu'elles ont au moins des professionnels de santé qu'on appelle les pédiatres ou alors les pédiatres néonatologistes qui sont à même de prendre en charge
ces enfants. Donc vous retrouverez les couveuses dans les hôpitaux de première et de deuxième catégorie, que sont la Fondation Chantal Biya. Vous retrouvez également à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, à l'hôpital général. Vous en trouvez au CHU, vous en trouvez à l'hôpital de la PES. Vous en trouvez également dans vraiment quelques cliniques spécialisées, telles que la clinique du Jourdain, la clinique de la cathédrale. Grosso modo, tout le parc de couveuses dans la ville de Yaoundé est équivalent à une centaine de couveuses. Ce qui ne répond pas toujours aux besoins, aux demandes, parce que évidemment les besoins, les demandes sont au taux du double, voire du triple. Donc on retrouve donc fréquemment une couveuse qui prend en charge 2 voire 3 enfants au même moment dans la capitale. Dans les hôpitaux régionaux également, vous trouvez quelques couveuses. La situation est similaire. Dans les hôpitaux périphériques, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, les mamans pratiquent le système D. Alors, on comprend bien que les couveuses sont extrêmement rares. Comment expliquez-vous cela? On sait évidemment qu'il y a le coût d'une couveuse, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que la santé néonatale n'est pas une priorité ou alors parce que les accouchements prématurés ne sont pas un problème de santé publique au Cameroun? Quelle est votre interprétation à ce sujet? La santé de la mère et de l'enfant sont une priorité pour le gouvernement. Vous savez bien que c'est même la priorité numéro 1 parce que nous avons des statistiques alarmantes. Nous avons quand même l'un des taux de mortalité infanto-juvénile le plus élevé, qui tourne autour de 122 décès pour 1000 naissances, ce qui est quand même l'un des taux les plus élevés. Donc c'est une priorité. Je pense que c'est aussi une question de moyens parce que on n'achète pas des couveuses pour des couveuses. Il faut déjà des moyens. Il faut s'assurer que les ressources humaines vont avec. Il y a la question de la maintenance. Vous connaissez bien la question de l'instabilité de l'énergie électrique au Cameroun. Voilà, déjà les grandes villes elles-mêmes ne sont pas épargnées. Pour avoir une couveuse, il faut être sûr d'avoir un groupe électrogène pour qu'en cas d'arrêt de fourniture de l'énergie, que le groupe électrogène puisse prendre le relais pour que les enfants ne meurent pas. Il faut des pédiatres, il faut de l'énergie, il faut des moyens. Une couveuse va quand même chercher autour de 2 millions de francs, 2-3 millions, ce qui n'est pas toujours dans les cordes des responsables des formations sanitaires. Maintenant, sur le plan macroéconomique, nous pensons que le gouvernement peut mieux faire avec une meilleure disponibilité, une meilleure répartition des couveuses à l'échelle nationale. Après, c'est aussi des questions de plaidoyer. C'est pour ça que je loue d'ailleurs le thème de votre émission aujourd'hui. Parce que si les autorités ne sont pas alertées à la question problématique, elles ont tendance à sous-estimer le problème. Mais le problème, il est sérieux. Et je pense que des sociétés savantes, telles que la Société camerounaise de pédiatrie, doivent porter ce problème à bras le corps pour faire un plaidoyer pour qu'il y ait plus d'acquisition. Mais comme je le dis, on a une situation paradoxale parce que vous arrivez aussi dans certains hôpitaux, vous allez trouver plein de couveuses qui sont garées. Beaucoup sont tombés en panne, faute de fourniture d'énergie électrique, elles sont tombées en panne. Et il y a la question même de la maintenance. Le Cameroun compte très peu de techniciens en génie biomédical. C'est-à-dire quand ces appareils tombent en panne, ils sont difficilement réparés. La maintenance elle est faible, la réparation est quasi inexistante. Donc il y a toute une problématique autour de la gestion du parc des couveuses nationales. Nous remercions Sandra Mouana à Kinshasa et le docteur Roger Itoa à Yaoundé pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. À présent, chers auditeurs, le moment où nous vous donnons la parole pour poser vos questions santé. Notre consultant, le docteur Armand Ngenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Ngenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je suis Moussouba Olivier James de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, en ville de Beni. Comment expliquer que dans notre pays, la RD Congo, les taux de prévalence du VIH-Sida montent à flèche
chaque année selon les statistiques, pendant que la prostitution n'est pas légalisée par notre gouvernement. Ce que je peux répondre à Olivier James, c'est que suivant la politique actuelle de prise en charge des patients qui sont porteurs du VIH, ces patients devraient tout de suite être mis sous un traitement antirétroviral. En fait, tout patient chez qui le dépistage du VIH a été positif devrait bénéficier d'un traitement antirétroviral. Il faut assurer dans tous les pays du monde entier une large couverture par les antirétroviraux. Ceci a un effet bénéfique dans ce sens que les antirétroviraux bloquent la multiplication du virus du sida et bloquent sa transmission à un tiers. Les patients sont porteurs du virus, mais ce virus devient indétectable dans leur sang et ces patients-là, ces personnes-là ne transmettent pas ce virus-là à un tiers. Face à ce constat, il faut dire que les pays qui connaissent une augmentation du taux de prévalence vis-à-vis du sida sont les pays où les messages de prévention, d'information et de sensibilisation n'ont pas été bien perçus par la population, par le grand public et parfois par le corps médical qui souvent n'a pas compris que toute personne qui était porteur du virus du sida devait absolument bénéficier d'un traitement par antirétroviral. À l'état actuel de l'épidémie du sida dans le monde, il y a moins de nouveaux cas d'infection par le VIH, tout comme il y a moins de personnes infectées qui passent du stade séropositivité au stade sida maladie. Et ceci grâce à cette avancée thérapeutique majeure obtenue avec l'arrivée des antirétroviraux. Voilà ce que je pouvais répondre à Olivier James qui appelait depuis Béni dans le Nord Kivu. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook et sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux naissances et enfants prématurés. Chaque année dans le monde, environ 15 millions de bébés naissent prématurément, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Mavinga Laetitia, médecin pédiatre au service de néonatologie des cliniques universitaires de Kinshasa en RDC. Elle nous a parlé des causes de la prématurité et de la prise en charge de cette catégorie d'enfants. Nous avons également écouté le témoignage de Sandra Mwana, la mère d'un enfant prématuré. Elle nous a parlé de son accouchement et nous a dit comment elle protège son enfant. Enfin, nous avons reçu le docteur Roger Etoile, président du réseau de médecins de district du Cameroun. Il nous a parlé de la rareté et des contraintes liées à l'utilisation des couveuses dans la prise en charge des bébés prématurés. Nous leur disons tous merci. Nous disons également merci à Firmin Koyawida qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Béni. Ils nous ont aidés à préparer cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et de Abdelrahman Zenab qui étaient à la console. À la présentation, c'était Rosine Monezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.